Bonjour à tous quand même, et merci pour votre présence aussi nombreux aujourd'hui qui montre que c'est un sujet, un thème en tout cas qui interroge, qui rassemble et qui suscite peut-être aussi une volonté de construire. Alors Sylvain a ouvert des pistes. Je pense que ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est une certaine volonté de construire, d'être dans le positif et pas seulement dans le négatif, dans la critique. Alors la critique est évidemment indispensable pour pouvoir ensuite reconstruire quelque chose derrière. Donc c'est peut-être sur ce versant critique que je vais m'attarder avant ensuite, moi aussi finalement, d'ouvrir à quelques pistes pour que nous puissions y réfléchir ensemble et puis échanger. C'est le grand mérite de ce genre de rencontre, de favoriser l'échange, l'interaction, de ne pas simplement être une sorte de spectateur passif du monde, mais aussi de pouvoir poser sa pierre à l'édifice. Et je pense que c'est par la rencontre qu'on y parviendra. Alors ça me fait très plaisir d'intervenir aujourd'hui auprès de Sylvain. La première raison, c'est parce que c'est un ami, donc je suis très heureux de me retrouver à côté de lui aujourd'hui. La deuxième, c'est que nos thèmes de travail, d'études, se rejoignent dans une grande mesure, convergent, se complètent. Et donc la diffusion du film que vous avez vu tout à l'heure va me permettre d'introduire un certain nombre de considérations plutôt générales. Je ne vais pas rentrer dans un exposé systématique, exhaustif sur la figure du père. De toute façon, j'en serais bien incapable, c'est bien au-delà de mes compétences. Mais en tout cas, essayer de développer un certain nombre de questions sous-jacentes à ce film pour proposer une certaine lecture du mouvement qui est à l'œuvre dans nos sociétés actuellement et depuis plusieurs siècles. Alors la première chose qui doit nous interpeller, c'est que ce constat de la mort, de la destruction, de la destitution de la figure du père, c'est un constat qui est très largement partagé aujourd'hui par les observateurs de la modernité, quels que soient leurs horizons politiques, intellectuels, idéologiques d'origine. On voit à travers ce film, ce sujet de la figure du père permet de réunir des intellectuels aussi différents qu'Alain de Benoît d'un côté et Francis Cousin de l'autre. Et je pense que cette convergence et cette fédération aujourd'hui des pensées critiques, elle est d'abord un symptôme, le symptôme de la reconnaissance générale que quelque chose ne va pas, en quelque sorte. Donc je vais essayer de partir de cet aspect-là pour produire et vous proposer une analyse qui ne va pas être une analyse partisane. Ça ne va pas être une analyse qui va porter une étiquette politique ou idéologique, parce que je pense précisément que ce sont ces étiquettes-là précisément qui nous empêchent de penser convenablement la question. Alors ce qu'on remarque, c'est que ce thème de la figure du père est totalement irréductible à une simple position, disons, conservatrice ou classiquement de droite. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la déploration de la perte de l'autorité du père, fondée sur l'idée finalement que c'était mieux avant, etc., même si c'est une position parfaitement défendable et justifiée. Mais c'est irréductible à une position idéologique qu'on qualifierait aujourd'hui de conservatrice. Le caractère finalement de ce problème est transcourant, c'est-à-dire qu'il dépasse complètement les clivages politiques habituels. Au passage, d'ailleurs, je signale que la notion de père n'est ni de droite ni de gauche, fort heureusement. On pourrait même aller encore un peu plus loin en disant que les communistes eux-mêmes ont beaucoup valorisé la figure du père pendant l'épisode soviétique, et que si on a une lecture assez attentive des anarchistes, eh bien on voit que la notion d'ordre qui est ici, j'anticipe, symbolisée par la figure du père, a une place extrêmement centrale. Je vous rappelle que Proudhon disait que l'anarchie c'était l'ordre moins le pouvoir. Donc c'est une question sur laquelle on pourra s'interroger. Alors, la figure du père, elle est d'abord liée à un contexte civilisationnel, un modèle civilisationnel qu'on pourrait appeler le patriarcat, pour aller vite. Et dans ce modèle, eh bien, le père va être le symbole, le représentant et le vecteur symbolique de la notion d'autorité. On pourrait dire d'une certaine manière que l'autorité, ce sont les attributs extérieurs du pouvoir, c'est-à-dire finalement de l'ordre. Le père incarne l'autorité dans la mesure où il incarne l'ordre, c'est-à-dire ici la limite
la limite à la permissivité. On pourrait dire que l'autorité paternelle incarne la limite physique à la permissivité. Mais que cette limite physique, qui va plutôt du côté de la force, autrement dit, la force est un des attributs de l'autorité, doit nécessairement s'accompagner de la justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité sans volonté de justice, de même que par exemple l'avait déjà souligné Pascal dans cette dialectique finalement assez fine entre le pouvoir et la justice. Rappelez-vous, Pascal disait que la justice sans la force était impuissante, mais que la force sans la justice était tyrannique. Donc la figure paternelle au sens de l'autorité symbolique implique nécessairement la justice, sinon quoi? Eh bien, elle n'est qu'une usurpation de l'autorité. D'ailleurs, je précise au passage, je le faisais remarquer tout à l'heure à Sylvain, que l'autorité, c'est littéralement ce qui autorise. Donc, l'autorité implique d'ores et déjà la notion de justice. Alors, on voit qu'une telle approche, finalement, de la notion d'autorité remet en cause le préjugé moderne, que j'appelle le préjugé libéral, selon lequel l'autorité serait synonyme en elle-même d'injustice. Eh bien, une telle identification de l'autorité à l'injustice, c'est un sophisme. Un petit exemple pour illustrer ça. Si vous allez chez votre boulanger, que vous faites la queue pour commander votre pain et que quelqu'un vous passe devant et passe devant tout le monde pour se servir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le rappeler à l'ordre en utilisant l'autorité. C'est-à-dire, vous allez lui dire, chacun son tour. Ça, c'est l'équité. Ça, c'est la justice. Et dans cette situation-là, personne ne penserait à vous dire que faire usage de l'autorité est quelque chose d'injuste. Au contraire, c'est plutôt le moyen du rétablissement de la justice. Croire que l'autorité, finalement, se confond avec l'injustice, c'est prendre l'autorité pour l'abus d'autorité, ce qu'elle n'est pas intrinsèquement. C'est-à-dire que l'abus d'autorité est une possibilité, est une option possible, mais en tout cas, elle n'est pas une règle générale. L'abus d'autorité, c'est le cas particulier de la règle générale. Et le cas particulier n'invalide pas la règle générale. D'accord ? Ce serait comme dire finalement qu'il faudrait cesser l'électricité parce qu'il y a un risque d'électrocution. Ça n'a pas de sens. Donc, comprendre que l'autorité n'implique pas nécessairement l'injustice, elle n'implique pas nécessairement le détournement du pouvoir, ce qu'elle implique, cette notion d'autorité, c'est la notion de limite. Alors, d'où vient que nous considérons aujourd'hui l'autorité comme d'essence finalement tyrannique, intrinsèquement abusive et injuste? Eh bien, cela en dit long sur la conception moderne que nous avons de la notion d'autorité, qui nous fait considérer par exemple que la figure paternelle serait une figure d'oppression. Alors une figure d'oppression sur les enfants, une figure d'oppression sur la mère, la femme du mari, comme si finalement l'objectif de tous les hommes, eh bien, c'était l'oppression de la femme, l'oppression des enfants. Alors même que le père, ce qui est censé le définir théoriquement, eh c'est d'abord l'amour de ses enfants et l'amour de sa femme. Alors ça fait toujours un peu ridicule et grotesque de parler d'amour, mais finalement, qu'est-ce que la famille, si ce n'est la cristallisation sociale, matérielle, du sentiment amoureux? Donc ça, c'est une chose que je tenais à rappeler. Il est évident que tout père, tout mari, n'est pas un tyran assoiffé de pouvoir sur ceux qu'il est d'abord supposé aimer. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote, mais parfois les anecdotes sont finalement des révélateurs beaucoup plus justes que des discours très longs. J'étais à ma banque et j'étais au guichet en train de remplir un bordereau et j'entendais une conversation. C'était un vieux couple, un couple de personnes âgées qui discutaient avec la guichetière. Et la femme faisait remarquer qu'à partir du moment où elle était mariée, eh bien la femme était un objet pour son mari, qu'elle n'était plus considérée comme une personne en tant que telle, et que ça montrait bien cette espèce de tendance des hommes naturelle à l'oppression des femmes. Et ce qui est très drôle, c'est que l'homme ne disait rien, et que lorsqu'ils sont sortis, c'est la femme qui a demandé à son mari « Bon, dépêche-toi, sors-moi la voiture, on n'a pas que ça à faire. » Donc c'est assez drôle finalement, cette anecdote, drôle et tragique à la fois, parce que finalement, ça nous montre à quel point les discours, les croyances et les préjugés ambiants peuvent être tellement ancrés
qu'ils vont à l'encontre de la réalité même quand elle est sous nos yeux. Donc ça doit effectivement nous alerter sur la force du préjugé et la force de l'idéologie. Alors, le deuxième aspect, c'est que ce rapport idéologique à l'autorité du père, eh bien, s'inscrit dans ce que le philosophe Jean-Claude Michéa nommait la philosophie du soupçon. Et pour cela, pour le comprendre, il nous faut remonter aux fondements idéologiques de nos sociétés modernes. Il faut savoir que l'entrée dans la modernité en Europe a été marquée par un traumatisme qui est celui des guerres civiles idéologiques, des guerres civiles de religion, qui ont conduit les philosophes de l'époque à voir l'être humain comme naturellement violent, naturellement égoïste et naturellement tyrannique. On se souvient que Pascal disait par exemple que l'homme était incapable de vrai et de bien. Et on se souvient également que Hobbes, qui fait partie des premiers philosophes du contrat social, disait l'homme est un loup pour l'homme. Selon lui, je rappelle très rapidement la thèse de Hobbes, les hommes sont dans un état naturel de rivalité mutuelle, de rivalité mimétique les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont motivés par la recherche de l'intérêt privé, et que la recherche de l'intérêt privé porte naturellement les hommes au conflit, à la concurrence. Et le pacte social chez Hobbes, eh bien, c'est le pacte passé entre les hommes par lequel ils renoncent à la violence les uns sur les autres, autrement dit à une part de leur liberté naturelle, pour confier cette liberté aux souverains en contrepartie de leur sécurité. Donc finalement, l'homme accepte de ne plus être violent pour assurer sa survie et sa sécurité. Eh bien, c'est dans ce contexte idéologique qu'est apparue la philosophie libérale selon laquelle l'individu va devenir le seul juge de ce qui est bon et de ce qui est vrai. Du fait précisément que les guerres civiles idéologiques témoignaient de cette tendance naturelle de l'homme à la tyrannie, qui poussait les hommes au conflit, eh bien, la philosophie libérale va considérer que c'est l'individu lui-même qui est le seul critère normatif de ses pensées et de ses actions. Le chercheur Lucien Jaume a parlé, pour décrire cette notion, d'individualisme méthodologique, à savoir que l'individu devenait alors le seul critère de référence dans la valorisation ou la dévalorisation d'une pensée ou d'une action. Et l'idée sous-jacente à ce principe, eh bien, c'est l'idée selon laquelle l'égoïsme serait la loi de la nature humaine. C'est ce que certains chercheurs du mouvement du MOS ont appelé l'axiomatique de l'intérêt, c'est-à-dire le principe de l'égoïsme, l'égoïsme étant censé être le moteur de tous nos actes, le moteur de toutes nos actions, de toutes nos pensées. Dans cette optique libérale, dans cette axiomatique de l'intérêt, eh bien, l'altruisme va donc commencer à devenir suspect. On va soupçonner toutes les personnes qui font preuve d'altruisme comme si l'altruisme n'était rien d'autre qu'une forme indirecte d'égoïsme, c'est-à-dire que ce serait une manière, pour employer un peu la terminologie de Bourdieu, d'accumuler du capital symbolique, autrement dit, de valoriser son image. Donc selon le point de vue libéral, toute manifestation d'altruisme ne peut être considérée en dernier ressort que comme une manifestation indirecte, subtile et déguisée de l'égoïsme. Donc selon ce principe, Socrate, Jésus-Christ, même, j'ai noté qui, Gandhi, Mandela, eh bien seraient des orgueilleux subtils, des, on pourrait dire, égoïstes subliminaux. C'est donc ce qui entérine la philosophie du soupçon, et je pense que cette notion n'est absolument pas étrangère au sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Le soubassement idéologique de la méfiance systématique des libéraux, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler le postulat de la rivalité naturelle. Le postulat de la rivalité, c'est la condition de possibilité du libéralisme. Alors, ce postulat de la rivalité suppose deux choses. La première, eh bien, c'est que l'être humain va d'abord rechercher son intérêt individuel. C'est ce que nous disions tout à l'heure. La deuxième, que la recherche individuelle de l'intérêt débouche nécessairement sur la concurrence généralisée. Donc,
l'idée que la concurrence généralisée va être le moteur de la vie sociale et de la vie économique. La concurrence, eh bien, ce n'est rien d'autre que le principe de compétitivité sur lequel est basé, théoriquement, le capitalisme. À ce moment-là, donc dès le XVIIe siècle en réalité, et ensuite de manière beaucoup plus développée au XVIIIe siècle, l'idée va se développer que la rivalité et la défense de ces intérêts privés constituent la garantie de la croissance économique et donc par conséquent de la prospérité des nations. Donc évidemment, cette idée se trouve présente chez un auteur comme Adam Smith, qui est connu comme étant, entre guillemets, le pape du libéralisme, mais aussi au tout début du XVIIIe siècle par Bernard Mandeville dans sa Fable des abeilles, puisque on se rappelle du sous-titre de la Fable des abeilles, « Les vices privés font la vertu publique ». Autrement dit, c'est en laissant l'homme entièrement libre de poursuivre ses intérêts, de satisfaire ses passions, que l'on garantit le mieux la prospérité économique des nations. Alors quelle est la conséquence? Eh bien, c'est que la liberté individuelle doit être sacralisée et défendue coûte que coûte contre la tyrannie du collectif. Ça, c'est pour la phrase de Tocqueville sur la tyrannie de la majorité. Et plus généralement, contre la tyrannie de toute autorité qui viendrait empêcher, qui viendrait constituer un obstacle ou une entrave à la libre poursuite par chacun de ses intérêts. Contre donc, évidemment, toute notion de limitation. Le libéralisme, c'est l'idée que la liberté des êtres humains ne doit pas rencontrer de limites. Eh bien, cela permet d'éclairer le sens du combat des Lumières contre l'autorité, contre les figures de l'autorité de leur époque. Bien évidemment, la lutte contre la monarchie. Alors, Marion Sigaud rappelait dans le film que, effectivement, le régicide pouvait également être entendu comme parricide, meurtre du père. La lutte aussi des Lumières contre l'Église, l'Église évidemment comme institution, comme lieu de pouvoir politique ou idéologique, mais aussi contre la religion et la spiritualité elle-même, c'est-à-dire contre tout ce qui constitue un principe de transcendance. On pourrait dire finalement que la lutte contre la religion, c'est aussi pour les Lumières la lutte contre le sentiment religieux. La lutte contre la transcendance et en dernière instance contre le collectif, puisque finalement le collectif est aussi une norme qui s'impose à l'individu dans la communauté ou dans la société. Alors la question qui se pose, c'est qu'a engendré dans les faits le triomphe de la philosophie libérale? Elle a engendré ce que je proposerais d'appeler la société des droits. Les droits de l'individu contre tout ce qui constitue un obstacle, un frein ou une limite à la poursuite de l'intérêt privé. Alors ici, il est absolument nécessaire de faire la distinction entre la liberté et le droit. Ce n'est pas la même chose. Habituellement, on les prend comme synonymes, mais en réalité, il y a une différence fondamentale qui peut même d'ailleurs devenir une opposition radicale. En effet, il ne faut surtout pas confondre la liberté avec la libéralité. Et le libéralisme, ce n'est pas le règne de la liberté. Le libéralisme, c'est le règne de la libéralité, c'est-à-dire du droit conçu comme absence d'obstacle à la poursuite par les individus de leur intérêt privé. La liberté, c'est une notion très ancienne qui n'a pas attendu les Lumières pour exister, fort heureusement. On trouve donc la notion de liberté dès l'Antiquité, dans la philosophie antique, et dans son principe, la liberté, c'est alors la capacité de se gouverner par la raison contre la tyrannie des passions. Autrement dit, la liberté regarde l'homme face à lui-même, et non pas face à une autorité extérieure. La tyrannie n'est pas en dehors de l'homme, elle est en l'homme lui-même, et ce sont les passions, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les désirs ou même les pulsions, qui sont considérées comme l'ennemi véritable de la liberté. Autrement dit, la liberté, chez les anciens, c'est le choix, c'est-à-dire un acte de la volonté issu de la consultation de la conscience. Et je ne parle d'ailleurs même pas de la conscience morale spécifiquement, mais de la conscience en général. La liberté, en ce sens, ce serait l'aptitude à suivre, à obéir aux prescriptions de la raison. Il n'y a pas de liberté dans l'opposition à la raison. Si je dis 2 plus 2 égale 5, je ne commets pas un acte de liberté, je commets un acte de déraison.
et il n'y a pas de liberté dans la déraison. Donc, tout au plus, la liberté, tout au plus peut-elle être considérée comme un acte de transgression. Mais la transgression ne se confond pas, évidemment, avec la liberté. Si vous préférez, la liberté peut éventuellement, de manière circonstancielle, passer par la transgression d'une autorité jugée injuste ou illégitime, mais la transgression en tant que telle n'est pas synonyme de liberté. Alors ma définition personnelle de la liberté, c'est la suivante. La liberté, c'est l'appartenance à soi par l'attention aux choses présentes. Autrement dit, il y a liberté dès lors qu'il y a conscience. Sinon quoi, la liberté n'est qu'un concept creux. La liberté n'est qu'une idée vide, une illusion. Ça me fait penser, il y a un texte de Spinoza, un auteur du XVIIe siècle, qui disait si vous prenez une pierre dans un jardin et que vous la dotez d'une conscience, cette pierre, si vous la lancez, eh bien, elle aura la conviction que c'est elle qui se déplace. Mais il ne suffit pas de penser que l'on est libre pour être authentiquement libre. C'est là donc finalement tout le sens de la notion qu'on retrouvera chez Marx d'aliénation. La conception libérale de la liberté, donc ce n'est pas un pléonasme, puisque liberté et libéralité ne sont pas confondus ici, la conception libérale de la liberté est très différente de celle-ci. Elle se résume donc au fait de ne pas être empêché, de ne pas être contraint, de ne pas être limité dans ses agissements. La liberté, ce serait donc l'absence de limites et l'absence d'autorité. Alors, aujourd'hui, peut-on parler d'une société d'individus libres? Eh bien non. Nous pouvons parler d'une société des droits. Le droit d'être égoïste ou indifférent envers autrui, le droit au blasphème, clin d'œil Caroline Forest, le droit de porter une jupe quand on s'appelle Roger, ou le droit de faire du vélo quand on est cul-de-jatte. Bref, le droit est vu comme la possibilité de remettre intégralement en cause les bornes et les limites concevables de l'action humaine. Alors attention, en disant cela, parce qu'il faut savoir un peu rire, mais je ne dénigre pas. Simplement, j'essaye de montrer l'absurdité des conséquences et des implications idéologiques du libéralisme lui-même. Un jour, je vais donner une autre anecdote. Je suis un ancien amateur de boxe et j'ai eu l'occasion de voir en vidéo un combat de MMA. Donc le MMA, c'est le nouveau nom du free fight, qui opposait un individu sans jambes à un individu, alors je ne vais pas dire normal puisque c'est déjà mal vu, avec des jambes. Bon, je vous laisse deviner l'issue du combat. C'était assez pénible à voir, mais c'était surtout grotesque et tragique. Tragique que ce pauvre homme soit d'ailleurs instrumentalisé et utilisé au bénéfice d'un spectacle commercial. Et finalement, le vrai scandale, il est davantage là. Il est dans l'idée que l'on puisse faire croire à quelqu'un qu'il peut se battre, qu'il peut rivaliser d'égal à égal, alors que, évidemment, la limite physique vient toujours nous rappeler l'impossibilité de dépasser certaines bornes, certaines limites. Et surtout, ce triomphe du droit, qui n'est pas la liberté, va pouvoir donner lieu à toutes les formes de revendications, y compris les plus extravagantes, y compris les plus contraires au bon sens. Alors, j'en ai sélectionné une sur laquelle je vous propose de réfléchir, c'est ce qu'on appelle le droit au travail, sous-entendu, le droit au travail des femmes. Eh bien, aujourd'hui, l'expression droit au travail nous apparaît comme une évidence sociale, quelque chose qu'on ne saurait remettre en question. Le droit au travail nous apparaît même comme un acquis social, acquis gagné de haute lutte, sur lequel il n'est pas question de revenir. Ainsi, on parle du droit des femmes à travailler, en sous-entendant au passage qu'être mère ne serait pas un travail, ce qui est un scandale absolu, et il faut ne pas savoir ce que c'est que d'élever des enfants pour considérer qu'être mère n'est pas un travail. Je ferme la parenthèse. Mais on oublie souvent que le travail, avant d'être un droit, c'est d'abord une obligation. C'est d'abord un impératif matériel lié à la survie. D'ailleurs, je fais remarquer que le mot travail, étymologiquement, c'est tripalium, en latin, qui veut dire instrument de torture. C'est la souffrance, le travail. Donc, le fait que le travail soit quelque chose de contraignant, c'est normal puisque c'est l'essence même du travail d'être une contrainte.
une contrainte naturelle qui est liée à l'impératif de survie, c'est-à-dire à la nécessité de répondre à la problématique matérielle, corporelle, biologique, nutritive, tout bêtement. Donc, si on travaille, c'est d'abord parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ainsi, le droit des femmes à travailler nous apparaît comme un acquis du progressisme libéral qui signifierait l'égalité entre les hommes et les femmes, alors que dans les faits, eh bien, le droit au travail désigne, le plus souvent, le droit au salariat, ce même salariat qui constitue la forme achevée de l'exploitation économique et humaine. Est-ce qu'on imaginerait que le droit au travail des enfants, par exemple, serait un progrès? Pourquoi pas? Alors remarquez, il y a des précédents. Le droit au travail le dimanche. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à considérer que travailler le dimanche était un droit. On ne s'est pas posé la question de savoir ce qui impliquait la nécessité de devoir travailler le dimanche. C'est-à-dire une injustice sociale fondamentale. Le fait que l'on ne puisse plus aujourd'hui vivre sur un salaire de manière décente, mais que l'on doit travailler plus pour gagner moins. Le travail après 60 ans, alors finalement aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez en vogue, de repousser sans cesse l'âge du départ à la retraite. Là encore, je ne me place pas sur le terrain politico-idéologique sur cette question-là. Je fais simplement remarquer que si l'augmentation de l'espérance de vie est un progrès, comme elle est censée l'être, c'est-à-dire un privilège de nos sociétés, eh bien, je trouve parfaitement absurde l'idée qu'il faille travailler plus pour compenser ce qui est un progrès. Sinon quoi? Il n'y a pas besoin de faire de progrès. Et également, le travail cumulé. Alors, évidemment, dans certains milieux, le cumul des mandats est quelque chose, là encore, de très en vogue et de, sans doute, source d'énormément de réjouissance. Mais pour un étudiant ou un employé Bac+5 qui est obligé de cumuler plusieurs petits boulots, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'existe plus de métier, il n'existe plus de profession, il existe des jobs et des boulots, il existe des tafs. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, l'individu, dans son intégration sociale et professionnelle, c'est d'abord un bouche-trou, et pas autre chose. Or, le fait d'employer le mot droit nous fait passer complètement à côté de l'enjeu véritable de la logique libérale, à savoir l'exploitation consentie. Parler de droit au travail, c'est la manifestation du consentement à l'exploitation. Consentie car inconsciente, consentie car ignorée. Car là encore, il ne s'agit pas de mépriser ceux qui emploient ce genre d'expression, puisque le conditionnement idéologique est tel que c'est assez normal que des personnes tombent dans le piège, pour ainsi dire. Donc, exploitation consentie, exploitation inconsciente à la logique du capital, ce qui est la définition même du mot aliénation. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, de nos jours, la soumission aux intérêts du capital se fait essentiellement au nom de cette logique du droit. Je vous ai donné l'exemple du droit au travail, qui n'est rien d'autre dans les faits qu'un moyen d'extension de la logique du salariat et un moyen d'ouverture de nouveaux marchés. Il y a également l'exemple du droit des homosexuels à avoir des enfants, qui permet, sous couvert d'égalité, de justice et de progressisme, d'autoriser la marchandisation et la manipulation du vivant. L'exemple illustrant cette séquence dans le film est assez probant. Moyen donc de légitimation de la manipulation du vivant par la PMA, par la GPA. Je ferai une petite parenthèse en guise de boutade. Je pense que la communauté homosexuelle, si tant est qu'on puisse lui donner cette appellation, finalement, on devrait quand même être attentif au fait qu'elle constitue l'une des dernières communautés aujourd'hui qui est encore attirée par le mariage. Donc finalement, ils ont peut-être des choses à apprendre à la communauté hétérosexuelle. Autrement dit, c'est au nom de la liberté que se voient justifiées les principales atteintes à la vie, à l'éthique et au bon sens. Je n'hésite pas à parler, par exemple, pour illustrer, pour désigner l'ensemble des faits dont je vous ai parlé ici, d'un attentat contre le sens. C'est véritablement avoir annihilé tout sens commun que de considérer que l'impératif capitaliste peut être compatible avec la liberté. Eh bien, ici, nous en revenons, après ce large détour, à notre sujet initial. Pour que la logique du droit capitaliste, bien entendu, se mette en place efficacement, il fallait donc que soient définitivement discréditées toutes les figures de l'autorité, dont le père est une incarnation, la figure symbolique du père comme chef ou comme capitaine. D'ailleurs, capitaine
capite, c'est la tête décapitée, d'accord? Donc c'est finalement ôter tout ce qui relève du domaine de la tête, peut-être aussi de l'esprit. En tout cas, c'est intéressant de voir que la destitution de la figure paternelle va de pair avec la destitution et la dévalorisation de toutes les valeurs de l'esprit aujourd'hui. Puisque une telle figure, la figure du père, eh bien, elle faisait obstacle à la logique du droit, en l'occurrence du droit des femmes, supposé être exclusivement l'objet de l'oppression masculine. Le prétendu féminisme émancipateur, ce féminisme institutionnel, qui se présente comme libérateur des femmes, en défendant coûte que coûte le principe du droit contre celui de la liberté, de l'authentique liberté. Je reviens d'ailleurs sur ce que je disais tout à l'heure à propos du travail des femmes. Il se trouve que j'ai travaillé pendant 10 ans comme manutentionnaire dans une grande entreprise dans laquelle j'ai pu côtoyer de nombreuses femmes qui travaillaient 35 heures ou 30 heures par semaine pour gagner 980 € par mois, qui travaillaient parfois le soir jusqu'à 22h40 et qui étaient seules à élever leurs enfants et qu'elles gagnaient moins à leur travail que ce qu'elles devaient payer pour la crèche de leurs enfants. Et lorsque je posais la question à ces femmes-là, elles me disaient « mais si je pouvais arrêter de travailler, j'arrêterais immédiatement de travailler. Seulement mon mari est parti ». On en revient aussi là encore à, disons, une espèce de prolongement de ce problème qui est le départ des hommes au sein du foyer, qui laisse des femmes livrées à elles-mêmes sous l'exploitation d'un patron au nom de la liberté. Donc la prétention de ce pseudo-féminisme émancipateur à défendre la liberté des femmes, c'est ce qui a rendu possible l'introduction au sein même des familles, au sein du foyer. Le foyer d'ailleurs, rappelez-vous que le foyer, c'est aussi la source, lorsqu'on parle d'un foyer lumineux. Le foyer, c'est la source. Et c'est aussi la chaleur, c'est-à-dire c'est l'élément feu, dans tous les cas, qui est présenté comme l'élément symbole de la vie, du souffle. Eh bien, l'introduction au sein de la famille, au sein du couple, d'une nouvelle forme de la rivalité sexuelle, la rivalité conjugale. Le couple n'est désormais plus une cellule de mise en commun, de partage, de synergie des efforts. Moi, j'aime bien cette image selon laquelle le couple, c'est une petite entreprise, c'est une petite équipe. On joue en collectif, on se fait une passe, on n'essaye pas de chercher l'exploit personnel pour épater la galerie. Eh bien, aujourd'hui, le couple est devenu le lieu d'affrontement des égos, l'ego féminin, l'ego masculin, militant pour la reconnaissance de leurs droits. Donc aujourd'hui, le couple est devenu la plus grande, la meilleure, la plus retentissante cellule de militantisme politique. Le principe de concurrence a pénétré jusque dans la sphère de l'intimité conjugale, la rivalité permanente pour l'accès à l'égalité des sexes. Dans les faits, la logique libérale du droit a introduit au sein du couple le principe de rivalité et de concurrence généralisée postulé par la philosophie libérale, c'est-à-dire le règne du soupçon, le règne de la suspicion. Toujours cette idée, là encore, il faut être subtil, il ne faut pas tomber dans la caricature ou la grossièreté. Lorsque l'on parle de l'indépendance financière, l'indépendance économique des femmes, évidemment que c'est quelque chose de tout à fait respectable, mais lorsque l'indépendance financière est toujours justifiée par l'idée que comment je fais si mon mari s'en va, ça veut quand même dire que l'on présuppose le fait que le couple est devenu une cellule parfaitement éphémère, qui n'est finalement qu'une bombe à retardement, et que l'explosion, l'éclatement est imprévisible et inéluctable. Ça en dit long sur la mentalité moderne. Donc, le lieu du règne du soupçon, le contrôle de la juste répartition des tâches domestiques, le lieu des rappels à la loi, les phrases comme « je suis pas ta boniche, si tu veux quelque chose, t'as qu'à te le faire tout seul », là encore, n'ayant rien à voir absolument avec l'idée d'une oppression d'un sexe sur l'autre, d'ailleurs ça peut très bien marcher dans les deux sens finalement, mais aujourd'hui demander un service ou solliciter une attention auprès de la personne qui partage notre vie est immédiatement interprété comme une marque de désir de domination et comme un désir de soumission justement, un désir de soumission inacceptable à la tyrannie. Le résultat, c'est le principe d'indépendance des parties, l'homme et la femme en rivalité, et donc l'exclusion de toutes les marques de la générosité et de l'esprit du don.
L'individualité au sein du couple doit être défendue coûte que coûte. C'est une question d'image, une question d'ego. Au final, ce qui triomphe, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le droit, ce n'est pas non plus l'égalité, c'est la séparation, c'est la division, l'éclatement, le divorce, la dissociation, l'atomisation. D'ailleurs, je fais cette petite remarque en passant qui m'a été suggérée lors d'une conversation tout à l'heure. Le principe même de la parité repose sur une contradiction logique absolument fondamentale. C'est-à-dire que d'un côté, on va entendre que la différence sexuelle n'a aucun sens, qu'un homme et une femme, c'est la même chose. Mais à côté de ça, on va militer farouchement pour la parité en politique ou dans l'entreprise ou dans la sphère domestique. C'est-à-dire pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, ce qui sous-entend qu'un homme et une femme, ce n'est pas pareil et qu'il faut les équilibrer. Donc d'un côté, on nous dit que c'est la même chose pour justifier le fait qu'il faut les deux. Donc on marche sur la tête. Et ça, cette idée relève d'une confusion absolument meurtrière, selon moi, entre l'égalité et l'identité. Ça n'a absolument rien à voir. L'idée selon laquelle, pour accéder à l'égalité entre les hommes et les femmes, il faudrait que les hommes et les femmes soient identiques, c'est-à-dire dans les faits, que les femmes deviennent des hommes comme les autres, eh bien, c'est sous-entendre que les critères de la masculinité sont supérieurs aux critères de la féminité. Donc le fait de vouloir imiter les hommes pour être leurs égaux est déjà un signe de soumission aux critères de la masculinité. Ce qui est là encore un total paradoxe. Aujourd'hui, la précarité sociale s'associe donc avec la précarité conjugale, l'augmentation des taux de divorce, la précarité éducative, des enfants livrés à eux-mêmes, sans repères, paumés, sans horizon, sans cadre et sans structure, le statut de la mère dévalorisé, je n'y reviens pas, et une existence de plus en plus insatisfaisante pour tout le monde, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'idée, c'est aujourd'hui introduire le nihilisme symbolique et psychologique au sein des consciences pour produire des individus déstructurés et donc à la merci absolument malléable par les lois idéologiques du marché et du capital. La piste que j'ouvre sous forme interrogative, c'est la suivante. Et si on renversait la perspective? Et si le couple cessait d'être le lieu de la division pour devenir le lieu de l'union, le lieu de la complémentarité, le lieu de la conjugalité au sens étymologique du terme? Le couple, c'est une complémentarité organique tout simplement parce que c'est ce qui conditionne la vie. Point. Symboliquement, comme physiquement, l'homme et la femme se complètent. Il a été fait référence par Francis Cousin dans le film de cette complémentarité structurelle et symbolique de l'homme comme extériorité, comme élan vers l'extérieur. D'ailleurs, symbolisé, le symbole masculin, c'est une sphère et une flèche vers le haut, c'est-à-dire à la fois l'élévation et l'extériorité, et la femme comme lieu de l'intimité, de l'intériorité et de l'ancrage dans la réalité, dans la matérialité. Il faut dire, c'est un fait, que très souvent, l'homme a besoin que la femme le ramène à la réalité. Je regardais récemment ce film, Une merveilleuse histoire du temps, qui retrace la biographie d'un physicien, Stephen Hawking, qui, à cause d'une maladie dégénérative, s'est retrouvé paralysé dans un état quasi végétatif, dans un fauteuil, et on voit à quel point, par amour, sa femme est prête à tous les sacrifices pour lui, au point de passer sur ces moments de négligence à lui, précisément parce que, pour lui, la seule chose qui compte, ce sont ses recherches, ce sont ses découvertes, c'est tout ce qu'il a à apprendre, c'est tout ce qu'il a à trouver. Et cette femme va avoir le courage de l'accompagner pendant 30 années, jusqu'à ce que soit terminée l'éducation de leurs enfants, pour partir reconstruire sa vie. Et elle ne le fait pas au nom de motifs pseudo-féministes, selon la définition officielle du terme,
mais tout simplement parce qu'elle est arrivée à l'épuisement d'un cycle qui fait qu'elle va logiquement passer à autre chose. Et son mari l'admet parfaitement. Donc, il ne s'agit pas ici de parler d'une complémentarité simplement physique, mais aussi psychologique, et même, on pourrait dire, spirituelle. Symboliquement, spirituellement, physiquement, l'homme et la femme se complètent, ils se soutiennent, ils se renforcent, ils constituent ce qu'on peut appeler une harmonie. Et l'harmonie en grec, c'est le cosmos, ne l'oublions pas. En tout cas, cette harmonie m'apparaît comme le seul rempart, aujourd'hui, envisageable contre la destruction libérale du monde. Je vous remercie.